Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et la cuillère qui a semé le poison 2 fois. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Et vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La dernière gorgée à Drowningford Manor. La pluie tombait en rideaux sur les haies du village de Drowningford, projetant de longues ombres sur les murs couverts de lierre du manoir qui portait son nom. À l'intérieur, la salle à manger brillait d'une chaude lumière de bougies, mais l'air était chargé d'une inquiétude étouffante, un brouillard invisible, plus épais encore que celui qui s'accumulait, devant les vitraux. 10 convives étaient assis à la grande table en chêne, verres de cristal levés, rires trop polis, les yeux trop souvent rivés sur la chaise vide réservée à Sir Lysander Drownton, le maître de maison solitaire et incroyablement riche. Puis, comme appelés par des pensées murmurées, les hautes portes à 2 battants s'ouvrirent en grinçant. Sir Lysander entra. Son visage, long et perçant comme celui d'un faucon, ne trahissait aucune gaieté tandis qu'il levait son verre avec une cérémonie inhabituelle. « Jusqu'au fin », dit-il. Les invités hésitaient. Une goutte de liquide tremblait au bord de son verre. Il le porte à ses lèvres. Et but. Il n'a pas dépassé la cheminée. Le cri ne venait pas d'une femme, comme on aurait pu s'y attendre, mais du colonel Hargraves, un homme robuste et costaud qui avait autrefois commandé des troupes en Mésopotamie et n'avait plus crié depuis son enfance. Le hurlement lui arracha la gorge tandis que Sir Lysander titubait, s'agrippait à la cheminée en pierre sculptée et s'écroulait sur le tapis d'aubusson, son verre se brisant à côté de lui. Une traînée de vin rouge, ou était-ce quelque chose de plus foncé, ruisselait sur le sol. Quelque temps plus tard, l'agent de police du village arriva, essoufflé et ruisselant sous l'orage, pour découvrir la scène déjà figée. Personne n'avait touché le corps. Personne n'osait. Pourtant, ce ne fut pas l'agent Reed qui exprima le premier le soupçon qui planait comme un spectre dans l'esprit de chaque invité. Ce fut une voix douce et tremblante venant de l'embrasure de la porte. « Je pense, » dit Miss Jane Marple en retirant doucement ses gants humides, « qu'il ne portait pas de toast à la fin de façon métaphorique. » Elle n'était pas une invitée, mais simplement une visiteuse chez sa cousine Florence, qui habitait le presbytère au bout de la rue. Elle était arrivée au manoir moins de 5 minutes après l'incident, munie d'un parapluie emprunté et d'un moule à gâteau destiné à la cuisine. À la place, elle avait reçu une pièce pleine d'yeux écarquillés et de mains tremblantes, et un cadavre qui semblait bien trop commode. Le coroner n'arriverait pas avant le matin. En attendant, les invités, 8 maintenant, sans compter le défunt, furent contraints de passer la nuit. Le manoir, bien que majestueux, ressemblait à un cercueil avec ses chambres. Le salon, où ils furent bientôt installés, sentait légèrement le lilas et l'encaustique. Le feu crépitait. Le thé fut servi, mais personne n'en but. Miss Marple était assise dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, tricotant avec une persévérance calme, son regard se portant de temps à autre sur chacun des assistants. Elle observait non seulement ce qui se disait, mais surtout ce qui ne se disait pas. Lady Honora Drownton, la veuve, du moins, grâce à son titre soudain, était assise parfaitement immobile, les mains gantées jointes sur ses genoux. Elle était plus jeune que Sir Lysander de près de 20 ans, et si une trace de tristesse se lisait dans ses yeux, elle était bien dissimulée sous une couche de sang-froid. « Il avait des ennemis, dit-elle enfin, mais il ne voulait pas en parler. Je ne pense pas que le poison puisse provenir d'un ennemi étranger, grommela Horace Blaine, l'avocat de Sir Lysander, un homme rondouillard au menton perlant de sueur. Le vin provenait de sa cave personnelle. Le château La Rose était l'un des siens. Personne d'autre n'y a touché. Miss Marple interrompit son tricot. Personne d'autre n'y a touché avant qu'on l'ouvre, tu veux dire. Blaine lui lança un bref regard dédaigneux. En effet. Miss Marple ne lui rendit pas son regard. Son regard se porta plutôt sur la jeune Daphne Hargrave, la fille du colonel, qui fixait le feu d'un air absent, sa tasse de thé intacte. La jeune fille était devenue pâle. Plus que sous le choc, Miss Marple soupçonnait une certaine culpabilité,
mais pas nécessairement celle d'un meurtrier. Chose curieuse, murmura Miss Marple. Comment il a choisi de porter un toast au fin? Dame Honora leva légèrement le menton. Il disait souvent des choses étranges. C'était un homme difficile, très exigeant, et pourtant très généreux envers ses héritiers, murmura le colonel. C'est ce que disait le dernier testament, n'est-ce pas, Blaine? L'avocat cligna des yeux. Eh bien, je ne peux pas encore discuter du contenu. Parce que la copie signée par Sir Lysander la semaine dernière a disparu, dit le colonel à voix basse. Il m'a appelé jeudi pour me demander d'être témoin d'une nouvelle version. J'ai accepté, mais il a ensuite dit qu'il avait changé d'avis. Je n'ai jamais vu le document. Un étrange silence s'installa. Miss Marple le rompit doucement. Je me demande, monsieur Blaine, si le testament initial était favorable à Lady Honora? L'avocat toussa dans sa main. Eh bien, oui. Elle était censée recevoir la majeure partie de la succession. Il y avait des ajouts récents, cependant. Des rumeurs, bien sûr, qu'il avait l'intention de modifier les termes de la succession pour y inclure un neveu éloigné, un certain Monsieur Julian Caro. Un nom qui n'avait pas encore été prononcé. Mais Miss Marple l'avait vu gravé à l'encre délavée sur une lettre, oubliée négligemment dans le couloir, dépassant de la poche intérieure du par-dessus de Sir Lysander. Caro. Elle l'avait classé comme toujours. La conversation s'égara, mais Miss Marple vit les doigts de Lady Honora tressaillir légèrement à la mention de Caro. Elle cachait quelque chose, mais les autres aussi. Elle tourna son attention vers Daphne Hargrave, qui, encore tremblante, prit enfin la parole. « C'est ma faute, dit-elle soudain. C'est moi qui ai apporté le vin. » Dame Honora tourna brusquement la tête vers elle. « Tu as fait quoi ?»« Je suis allée à la cave plus tôt dans la journée, » murmura Daphné. « Sir Lysander m'avait demandé d'aller chercher la bouteille. Je l'ai donnée à Simmons, le majordome. Il l'a ouverte avant le dîner et l'a décantée. Je n'y ai prêté aucune attention jusqu'à... Sa voix s'éteignit. Le majordome fut appelé. Simmons, maigre et chauve, l'œil vigilant, confirma le récit de la jeune fille. « Personne n'y a touché après que je l'ai débouchée, madame. La bouteille est restée dans la bibliothèque jusqu'à ce qu'on l'apporte à la salle à manger. »« Le bouchon était-il endommagé ?» demanda doucement Miss Marple. « Abîmé, madame. Ah non, c'est sorti sans problème. »« dit Miss Marple, presque pour elle-même. « Donc pas de seau de cire brisé. Curieux. » Il était presque minuit lorsque les invités se retirèrent. Miss Marple se vit offrir une modeste chambre d'amis, pittoresque, sobrement meublée, avec une étroite fenêtre donnant sur la roseraie éclairée par la lune. Elle ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, à observer. À 1h12 précise, elle remarqua un léger mouvement à l'orée du jardin. Une silhouette vêtue d'un manteau sombre se faufilait le long de la haie en direction du pavillon d'été. Trop grande pour Daphné, trop petite pour le colonel. Peut-être Blaine ou Caro, s'il était bien sur la propriété. Elle nota mentalement sa démarche, lente, traînant légèrement un pied, boitant. Le lendemain matin, le coroner fit son constat sinistre. Sir Lysander était mort d'un empoisonnement à la digitaline, une toxine à action lente, d'une létalité précise. Miss Marple rejoignit les autres dans le salon. Blaine était à cran. Lady Honora était pâle, les yeux cerclés de rouge. Et Daphné n'était pas apparue. « Elle est malade, » dit le colonel. « Elle est sous le choc. Ou de la culpabilité, pensa Miss Marple. « Monsieur Blain, dit-elle doucement, puis-je vous demander, savez-vous si Sir Lysander tenait un carnet personnel? Un carnet pour ses rendez-vous, ses réflexions, ses finances ?» Blaine hocha lentement la tête. « Oui, un journal intime relié en cuir noir. »« Pourquoi ?»« Je pense, dit Miss Marple en se levant, que cela pourrait nous expliquer pourquoi Sir Lysander trinquait au fin, et pourquoi quelqu'un s'assurait que sa dernière gorgée soit aussi son dernier souffle. » La tasse de thé de Dame Honora tinta en rencontrant sa soucoupe. « Ce carnet a disparu. »« Pratique, » murmura Miss Marple. Elle se tourna vers la porte, décidée à parler à la gouvernante. Mais elle s'arrêta brusquement. Son regard aperçut quelque chose à moitié enfoui sous le tapis, du foyer. Juste un éclat d'argent, un éclat. Elle s'agenouilla et le récupéra avec un mouchoir en dentelle. Une cuillère,
Ordinaire, à l'exception d'une infime trace de résidus incrustés sur le bord intérieur. Quelqu'un s'en était servi, elle en était certaine, pour remuer un verre de vin. Un seul. Curieux, murmura-t-elle à nouveau en l'inspectant à la lumière. Une cuillère de trop sur la table hier soir. Et pourtant, aucune n'a été utilisée pour le dessert. La pièce était devenue silencieuse. La porte grinça derrière elle. Simmons, le majordome, se tenait là, le visage pâle. « Pardonnez-moi, madame. Il y a quelque chose que vous devriez voir. À la bibliothèque. » Elle le suivit aussitôt, le cœur battant sous son cardigan guindé. Là, sur le bureau où Sir Lysander écrivait souvent des lettres, un morceau de parchemin déchiré était soigneusement rangé. Comme s'il avait été placé délibérément. C'était une partie d'une page, écrite à la main. Révisez le testament ce soir. Caro doit être nommé héritier. Le comportement d'Honora est indigne de confiance. Je garderai le silence jusqu'à l'arrivée de Blaine. Miss Marple perdit son souffle. « Où est le reste de cette note ?» demanda-t-elle. « Je l'ai trouvé dans la cheminée, madame, » répondit Simmons. « Quelqu'un a essayé de le brûler. Cette partie n'a pas pris. » Miss Marple se tourna vers la fenêtre, les yeux plissés, observant les rosiers se balancer au vent. Quelqu'un dans cette maison avait découvert le Matsusantunanan. Changement d'avis de Sir Lysander. Quelqu'un ayant accès au vin. Quelqu'un capable de disparaître la nuit en boitant. Elle n'ajouta rien, mais intérieurement, des liens se formaient. The false alibi, la volonté disparue, la gorgée empoisonnée, et maintenant, la cuillère. Lorsqu'elle retourna dans sa chambre, elle savait déjà ce qu'elle devait faire. Elle rendrait visite à Julian Caro, s'il était bel et bien arrivé à Drowningford, et elle reparlerait avec Lady Honora, doucement, fermement, autour d'une tasse de thé. Alors que Miss Marple fermait sa porte, un bruissement résonna dans le couloir. Un léger murmure, puis un coup. Elle l'ouvrit à nouveau et trouva une deuxième cuillère devant sa porte. Celui-ci est propre, mais gravé. Avec les initiales, J.C. Miss Marple sourit, très légèrement. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, « quelqu'un essaie bien trop de me tromper. » Et à ce moment-là, elle sut, le vrai tueur venait de commettre sa première erreur. Chapitre 2. La lettre arrivée. Après les funérailles, le courrier arriva tard ce matin-là, conséquence de la tempête qui avait balayé le village de Drowningford toute la nuit, détrempant les chemins et courbant les haies sous le poids d'une brume persistante. Alors que le fils du pasteur passait à vélo devant le mur du cimetière, une sacoche en cuir marron en bandoulière, Miss Marple sortait du presbytère. Elle lui adressa un sourire aimable et un mot plié pour la gouvernante de sa cousine, mais son regard s'attarda avec un intérêt subtil sur l'unique lettre serrée entre les doigts moites du garçon. Le papier, bien que tacheté d'humidité, portait un curieux timbre, français si elle ne se trompait pas, et l'adresse était écrite d'une écriture qu'elle ne connaissait que la veille, celle de Sir Lysander Drownton. Les funérailles avaient eu lieu le matin même sous un ciel d'un gris implacable. Les personnes en deuil s'étaient rassemblées devant Sainte Winifred, parapluie noir à la main, murmurant des jugements, observant la descente du cercueil dans la terre avec une irrévocabilité qui s'était installée sur Drowningford comme un brouillard sur la pierre. Lady Honora n'avait pas pleuré. Daphne Hargraves s'était évanouie. Le colonel Hargraves avait murmuré des rumeurs de scandale. Horace Blaine avait présenté ses condoléances solennelles à tous, puis s'était rapidement excusé pour s'occuper des formalités légales. Miss Marple les avait tous observés avec ce regard doux et indéchiffrable qu'elle portait face au chagrin ou à la déception. Elle observait maintenant le facteur remettre la lettre à Simmons, le majordome de Drownton, venu la récupérer en personne à la grille du manoir. Miss Marple remarqua l'hésitation dans les doigts gantés de Simmons à la lecture du nom. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il ouvrit la bouche, ne dit rien et glissa l'enveloppe dans son manteau. Mais Miss Marple vit le destinataire, Monsieur Horace Blaine, Esquire, et l'expéditeur, écrit dans le coin inférieur gauche, en écriture inclinée, L. Drownton. Il avait été publié 3 jours avant la mort de Sir Lysander. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple traversa le village en direction du manoir de Drowningford, soi-disant pour présenter ses condoléances et rendre une tasse de thé empruntée par Florence. Le portail était entr'ouverte, l'allée de gravier mouillée de flaques argentées. À l'intérieur, le manoir avait pris une sonorité étrangement creuse,
comme si les murs eux-mêmes reculaient devant l'absence de leur maître. Simmons la reçut à la porte, l'air impénétrable, et la conduisit au salon, où Lady Honora était assise près du feu, un châle de soie sur les épaules, et un verre de cognac à moitié plein à ses côtés. « Ma chère Miss Marple », murmura Lady Honora sans se lever, « comme c'est gentil à vous. Mais je ne crois vraiment pas pouvoir supporter davantage de condoléances. Elles arrivent par vagues si étouffantes. »« Je comprends parfaitement, » dit Miss Marple en s'installant sagement sur la chaise en face d'elle. La mort inspire rarement la sincérité à ses interlocuteurs, seulement la curiosité et le désagrément. Mais je ne suis venu ni pour vous présenter mes condoléances, ni pour des broutilles. Je suis venu vous demander une lettre. Dame Honora cligna lentement des yeux. Une lettre ? Une lettre très récente, adressée à Monsieur Blaine, envoyée par Sir Lysander. Elle est arrivée aujourd'hui. Curieuse, n'est-ce pas? Une lettre qui arrive juste après la sortie de son auteur. Je n'en sais rien, dit Honora, les doigts serrés imperceptiblement autour de son verre. Horace n'a rien dit de tel. Alors peut-être que je lui demanderai moi-même. Vous soupçonnez quelque chose, Miss Marple? J'observe quelque chose, répondit-elle doucement. Et quand on observe, on a parfois du mal à ignorer les incohérences. Par exemple, j'ai trouvé très étrange que Sir Lysander n'ait bu qu'un verre de vin ce soir-là, après tant d'années de modération, et ait porté un toast si suggestif. Et maintenant, une lettre arrive, contenant très probablement des modifications à son testament ou des explications sur ses dernières intentions. Dame Honora se détourna, le visage à moitié éclairé par le feu. Il a changé ces derniers mois. Il est devenu méfiant, voire paranoïaque. Il parlait de trahison. Il disait que quelqu'un dans la maison le surveillait. « Il t'a dit qui ?»« Non. » Elle hésita. « Mais je crois qu'il parlait de Monsieur Blaine. » Miss Marple ne dit rien, mais son expression s'adoucit. Ou peut-être que quelqu'un voulait vous le faire croire. Honora leva les yeux, surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Simmons revint avec un plateau de thé frais et un mot calme. Monsieur Blaine a demandé une audience à la bibliothèque. Miss Marple s'excusa et suivit le majordome dans le couloir sombre jusqu'à la pièce où Sir Lysander avait autrefois conservé des comptes méticuleux et d'âpres secrets. Blaine se tenait au bureau, la lettre dans ses mains, tremblante. Son regard se posa sur Miss Marple avec un mélange d'irritation et de défaite. « Alors, vous avez entendu ?» dit-il. « J'ai vu » répondit-elle. Blaine baissa la voix. « C'est un aveu. Ou presque. Lysandre était convaincu d'avoir été empoisonné. Il n'a pas précisé par qui, mais il a écrit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais retrouver son testament révisé, enfermé dans le tiroir sous le buste de César. Il prétendait qu'il désignait Julian Carew comme seul héritier. Le tonne. Regard de Miss Marple se porte sur la statue de César, perchée sur un étroit piédestal près de la fenêtre. Blaine s'écarta avec un geste raide. « Je ne l'ai pas ouvert. » Je pensais... « Eh bien, tu pourrais insister pour être présent. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança, examinant le buste, la main de César gravée sur un parchemin. Lentement, délicatement, elle passa la main sous le socle en marbre et appuya sur un bouton en bois, presque invisible, encastré dans le piédestal. D'un léger clic, un panneau s'ouvrit, révélant un tiroir secret. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, portant l'inscription « Testament révisé ». Confidentiel. Blaine le fixa. « Je ne savais pas. » « C'était là le but, » dit Miss Marple. Il tendit la main vers l'enveloppe, mais elle leva la main. « Un instant. Regarde le cachet. » Il regarda de plus près. « Et alors ? » « On l'a trafiqué, cassé et recollé, sans soin. Celui qui l'a trouvé en premier ne voulait pas que vous sachiez qu'il l'avait lu. » Le visage de Blaine pâlit. Miss Marple, soulevant l'enveloppe de ses doigts bangantés, examina le rabat. Une petite trace de chewing-gum est restée sur le bord. Pas fraîche. C'était récent, mais pas aujourd'hui. Et il y a une légère empreinte digitale dans la cire. Celle d'une femme, je crois. Blaine recula d'un pas. Vous pensez que Lady Honora... Je pense que quelqu'un voulait être certain des intentions finales de Sir Lysander avant de prendre des mesures pour le faire taire. Et si le testament désigne Carew, elle n'hérite de rien. Tout à fait. La lecture du testament original était prévue pour ce soir-là. Miss Marple y assista, assise près de la fenêtre, dans un fauteuil modeste,
tandis que Blaine lisait à voix haute le document daté de l'année précédente, léguant, comme prévu, l'essentiel de la succession à Lady Honora, avec de petits legs au colonel Hargraves, à Daphné et au personnel de la maison. Le nom de Julian Carrow était absent. Lorsque Blaine eut terminé, un long silence s'ensuivit. Puis Miss Marple se leva, tenant l'enveloppe cachetée. « Je crois que le contenu de ce testament pourrait contredire celui que je viens de lire. Sir Lysander voulait vous le faire parvenir, Monsieur Blaine, mais il a été intercepté, manipulé, et découvert seulement grâce à une lettre qu'il a postée peu avant sa mort. » La voix de Dame Honora se brisa. « C'est absurde. » Le regard de Miss Marple se posa sur elle. « Vraiment ? Vous saviez qu'il avait l'intention de modifier son testament. Vous craignez d'être remplacé. Quand il parlait de trahison, il parlait peut-être de quelqu'un d'autre, mais vous avez laissé la peur prendre le dessus sur votre jugement. »« Aucune preuve, » dit froidement Dame Honora. « Vous n'avez aucune preuve. Alors peut-être lirons-nous ce que Sir Lysander a écrit dans ses propres mots. » Blaine ouvrit le testament révisé. Un silence s'abattit sur lui tandis qu'il lisait la déclaration. Julian Carrow hériterait de la succession, avec l'explication suivante. Lady Honora, bien que bien aimée, s'est montrée indigne de confiance en matière de loyauté et d'intention. Les mots résonnaient, comme des cloches dans le silence. Dame Honora se leva, tremblante. Il a écrit ça à cause de cette fille, à cause de Daphné. Elle lui a menti. Mademoiselle Hargraves. Miss Marple haussa les sourcils. Pourquoi Daphné mentirait-elle à votre sujet? Elle voulait se venger. Sir Lysander a renoncé à son affection pour son neveu. Elle lui a dit que j'avais écrit des lettres à un autre homme, que je comptais ruiner sa réputation. Des mensonges. Que des mensonges. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Vous étiez au courant de l'héritage de Julian Carrow avant même que le testament ne soit retrouvé. Vous le saviez parce que vous aviez lu ceci. Vous saviez aussi pour le flacon de digitaline dans l'herboristerie. Il avait été prescrit à la mère de Simmons il y a 2 ans. Le flacon a été oublié. Mais pas par vous. Le souffle d'Honora se coupa. Miss Marple continua doucement. Tu as utilisé la vieille cuillère trouvée sous le tapis pour mélanger une dose concentrée dans un verre. Mais seul Lysander buvait. Il avait refusé le cognac. Il ne buvait que du vin. Tu comptais là-dessus. La voix d'Honora tremblait. Il m'a tout laissé. Jusqu'à cette lettre. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. Et donc, vous avez décidé de tout lui prendre, y compris sa vie. Il n'y eut pas de confession, juste le silence, et le bruit d'un orage qui recommençait à l'extérieur des fenêtres du grand hall. Miss Marple recula dans le couloir et son regard tomba sur le tableau près de l'escalier. Un portrait de Sir Lysander, jeune et au regard féroce. En dessous, posé sur le plancher, quelque chose accrochait la lumière. Un seul seau de cire, rouge, libre, pressé avec l'empreinte de l'anneau de César. Elle se pencha pour le ramasser, puis regarda les escaliers. Quelque part dans cette maison, quelqu'un d'autre avait également lu le testament. Quelqu'un qui avait tout fait pour qu'il ne soit pas retrouvé. Mais il avait échoué, parce que Sir Lysander n'avait jamais fait entièrement confiance à une seule personne. Et s'il n'y avait eu qu'une seule lettre, Miss Marple sourit faiblement, le cœur battant. Il y en aurait un autre. Chapitre 3, un coup que personne n'a entendu. Ce soir-là, l'orage revint avec une vengeance renouvelée, déferlant des downs comme une bête tirée d'un sommeil profond. La pluie fouettait les fenêtres du manoir de Drowningford, et les vieilles poutres gémissaient sous le poids du vent et des souvenirs. Miss Marple était assise tranquillement dans un coin de la bibliothèque obscure, une chaussette à moitié tricotée sur les genoux, le regard fixé non sur son ouvrage, mais sur la lueur vacillante du feu qui dansait sur l'horloge en bronze doré au-dessus de la cheminée. Il était presque 9h30 lorsque cela se produisit. Un bruit, doux, délibéré, mais surnaturel. Un coup. 3 coups, distinctement espacés, provenaient de la porte d'entrée. Miss Marple se redressa légèrement sur sa chaise. Le vent était fort, certes, mais pas au point de produire un tel bruit. Elle tourna la tête, s'attendant à une réponse de Simmons ou d'un membre du personnel, mais personne ne bougea. En fait, personne d'autre dans la maison ne sembla bouger. Le coup était passé comme inaperçu. Elle se leva et se dirigea vers le couloir, ses pas à peine
audible par-dessus les craquements du parquet et le souffle du vent à travers les volets. Au seuil du hall principal, elle s'arrêta. La porte d'entrée était restée fermée. Aucune trace de pas ne traçait le sol en pierre polie, aucun courant d'air ne chuchotait à travers le chambranle. Le loquet était verrouillé. Il n'y avait rien. Sauf qu'il y a été Miss Marple reconnaissait le bruit d'un coup frappé à la porte, et elle savait quand on l'avait ignoré, ou délibérément ignoré. Elle se retourna, revint sur ses pas et traversa un couloir plus étroit qui menait au quartier des domestiques. Une lueur vacillante brillait sous l'office du majordome. Elle tapota une fois sur le bois et l'ouvrit. Simmons leva les yeux de son registre, surpris. « Miss Marple, quelque chose ne va pas ?»« Je me demande, » dit-elle d'une voix calme comme l'eau qui dort. « Avez-vous entendu frapper à la porte tout à l'heure ?» Il cligna des yeux, visiblement perplexe. « On a frappé à la porte, madame ?»« Non, je ne peux pas dire que ce soit le cas. 3 coups, plutôt intentionnels. Peut-être le vent, madame. Les volets font vraiment du bruit par ce temps. »« En effet, » murmura-t-elle, puis elle ajouta doucement. Pourtant, le rythme semblait trop précis pour être un caprice de la tempête. Simmons posa son stylo et se leva. « Je vais vérifier le devant, si tu veux. » Mais Miss Marple l'arrêta. « Pas besoin, mon cher. Je l'ai déjà fait. Ce n'est pas ce qui est là qui me trouble, c'est ce qui devrait être et ce qui n'est pas. » Elle le remercia et retourna lentement à la bibliothèque, son esprit se tournant non vers les fantômes ou la superstition, mais vers le silence humain. Quelqu'un avait frappé. Quelqu'un avait été délibérément ignoré ou n'était jamais vraiment parti. Et elle comprit que les événements de la nuit suivirent de près la lettre arrivée trop tard et le testament trafiqué. Au matin, l'orage s'était calmé. L'air était lourd d'une odeur humide de terre et de fumée, de bois. Au petit déjeuner, Miss Marple observait les invités du manoir de Drowningford avec un intérêt attentif. Lady Honora arriva en retard, les yeux cernés de fatigue, un léger parfum de lavande flottant derrière elle. Le colonel Hargraves était déjà assis, un journal à la main, ses lunettes au bout du nez. La jeune Daphné, le teint pâle, grignotait nonchalamment ses toasts. Horace Blaine n'apparut pas. « C'est bizarre », fit doucement remarquer Miss Marple à Simmons, qui lui servit son thé, avec son efficacité habituelle. « Je croyais que M. Blaine ne manquait jamais son petit déjeuner. Il a dit qu'il avait mal à la tête, madame. Il a demandé à ne pas être dérangé. » Elle sirota pensivement. « C'est curieux. Peut-être qu'il a une raison. » L'occasion d'enquêter se présenta peu après, lorsque Lady Honora se retira dans sa chambre et que le colonel Hargraves sortit pour sa séance matinale. Daphné resta au salon, soi-disant pour écrire des lettres, mais Miss Marple remarqua qu'elle n'avait pas levé la plume une seule fois. Ses yeux restaient fixés sur les vitres mouillées par la pluie, comme à l'affût de quelque chose, ou de quelqu'un. Miss Marple gravit l'escalier principal d'un pas léger. Elle savait où M. Blaine avait séjourné. Une chambre d'amis attenante au couloir et une aile rarement utilisée du manoir. La porte était fermée mais pas verrouillée. Elle frappa doucement. Pas de réponse. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés, le feu faible. Blaine était assis à son bureau, affalé en avant, une main pendant vers le tapis, l'autre posée près d'une tasse renversée. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes et ses lunettes étaient de travers sur son nez. L'espace d'un instant, Miss Marple craignit le pire, mais en s'approchant, elle vit sa poitrine se soulever et s'affaisser. Il respirait, drogue, profondément. Elle aperçut la tasse à thé, à moitié pleine, tachée de noir au fond. Près d'elle se trouvait une petite boîte en fer blanc, marquée pour les mots. De tête, elle l'ouvrit avec un mouchoir et renifla légèrement. Pas de l'aspirine. Quelque chose de bien plus fort. Avec précaution, elle tendit la main et examina la feuille de papier encore posée sur le bureau. Une note à moitié écrite. L'encre coulait vers le bas. Je ne peux pas laisser cela aller plus loin. Je crois que la modification du testament... La répétition était curieuse, presque comme s'il avait recommencé à l'écrire, inconsciemment. Son esprit s'évanouissait. Miss Marple plia la lettre et la glissa dans sa poche avant d'appeler à l'aide. Quelques minutes plus tard, Simmons arriva avec le docteur Penrose, le médecin du village, qui dînait non loin de là. « Ce sont des barbituriques », confirma le médecin. « Une dose puissante, mais pas mortelle. On voulait le faire dormir profondément. Trop profondément.
Aurait-il pu les prendre lui-même? Demanda Simmons. Le docteur Penrose jeta un coup d'œil à Miss Marple avant de répondre. C'est possible, mais peu probable. Pas s'il était en train d'écrire. Miss Marple hocha la tête. En effet, et j'imagine que quelqu'un souhaitait ardemment que cette lettre ne soit jamais terminée. Pendant que les autres s'occupèrent de Blaine, Miss Marple redescendit, le regard plus perçant. Dans le couloir principal, elle s'arrêta brusquement près d'un meuble sous l'escalier. Une table basse se trouvait à côté, sur laquelle reposait un vieux vase de pivoine séché. Elle s'accroupit près du meuble et caressa du doigt le coin intérieur de l'étagère inférieure, de la poussière. Sauf un endroit, un bord net. Quelque chose avait été récemment enlevé. Elle jeta un coup d'œil vers le salon. Daphné avait disparu. Miss Marple entra prudemment. Le feu était éteint. Un courant d'air rampait sur le tapis. Elle remarqua quelque chose. Une enveloppe glissée sous un buvard sur le bureau. Il n'y avait ni timbre ni adresse. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Pas de salutation. Juste, j'ai entendu frapper. Mais je n'ai jamais ouvert. Impossible. Pas après ce que j'avais vu la veille. Aucune signature. Miss Marple plia le mot et le glissa dans sa manche. Ce n'était pas le genre de lettre écrite à la hâte. C'était la confession d'une personne terrifiée, ou coupable, ou les deux. Et cela soulevait une question qui la hantait depuis qu'on avait frappé à la porte. Si quelqu'un avait frappé cette nuit-là, et que personne n'avait répondu, alors où était-il allé? Elle retourna dans le couloir, passant l'escalier de Mason Desonebon, service près de l'ancienne entrée des domestiques. Une pensée la traversa. Elle descendit rapidement à la cave. Elle était sombre et froide, remplie de vieux casiers à vin et de linge miteux. Au fond se trouvait la porte extérieure, l'entrée des livraisons. Elle appuya doucement sur le loquet. Il a été déverrouillé. Une empreinte de pas boueuse, une, pas deux, marquait le sol en pierre juste à l'intérieur. Quelqu'un était venu par là. Elle alluma une lampe et suivit l'empreinte vers les étagères du fond. Là, parmi les vieux tonneaux, quelque chose brillait. Un bouton de manchette, en or, en forme de tête de lion. Il portait les initiales J.C. Julian Caro. Il n'était pas encore arrivé à Drowningford, du moins c'est ce que tout le monde prétendait. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Caro était venu ici, au moins une fois. Peut-être cette nuit-là. Et quelqu'un l'avait laissé entrer, ou l'avait refusé. Elle retourna à l'étage supérieur et trouva Simmons qui revenait du jardin, les bottes mouillées, le front froncé. « Quelque chose ne va pas, madame. »« C'est juste quelque chose que je soupçonne que tu sais déjà, » dit-elle gentiment. Il hésita. « J'ai entendu frapper. »« Vraiment. Mais je me suis dit que si je ne répondais pas, ça passerait peut-être. La veille au soir, j'ai vu quelqu'un, près des écuries. Il surveillait la maison. Il portait un chapeau tiré bas. J'ai cru que c'était Caro, ou pire. Tu avais peur pour ton maître? J'avais peur pour moi, madame. Je ne suis pas un homme courageux. Miss Marple lui tapota la main. On confond souvent prudence et lâcheté. Mais vous pourriez être très courageux. Ce soir-là, elle se retira dans sa chambre d'amis, l'esprit plus vif que jamais. Les pièces du puzzle se réorganisaient. Un coup frappé en cachette, une lettre non signée, un avocat drogué et la réapparition de quelqu'un qui était censé être à des kilomètres. Le meurtre de Sir Lysander avait été prémédité, mais les événements qui se déroulaient depuis semblaient moins prémédités. Quelqu'un s'efforçait de maîtriser le chaos laissé derrière lui. Quelqu'un était effrayé, désespéré. Et puis, juste avant minuit, alors que les nuages d'orage revenaient et que le tonnerre grondait doucement au loin, un petit paquet fut glissé sous la porte de Miss Marple. Elle se leva et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, la deuxième page de la lettre inachevée d'Horace Blaine. « On ne peut pas se fier à ça. J'ai trouvé le codicille manquant dans le placard derrière le portrait du salon. J'ai l'intention de tout révéler. Ils ne doivent pas m'en empêcher cette fois. » Miss Marple regarda vers le couloir. Derrière le portrait. Quelqu'un avait déjà lu ça. Et maintenant, quelqu'un d'autre savait qu'elle l'avait. Chapitre 4. La volonté qui a changé du jour au lendemain. L'aube était passée lorsque le Second Testament fut découvert. Simmons, traversant silencieusement le manoir de Drowningford avec une bougie et un plateau pour le petit déjeuner de Lady Honora, remarqua la porte de la bibliothèque ouverte, une porte qu'il avait personnellement verrouillée la veille.
La clé était sur lui, dans la poche de son gilet, et pourtant, la serrure était maintenant déverrouillée. L'air de la pièce était froid et étrangement immobile, comme un souffle retenu trop longtemps dans un endroit où l'on n'aurait pas dû pénétrer. Les papiers, soigneusement rangés sur le bureau quelques heures auparavant, étaient maintenant éparpillés. La cheminée, autrefois embrasée de faibles braises, avait été ravivée, bien que personne ne l'ait ordonné. Et posée sur le sous-main en cuir, pliée avec une précision surnaturelle, se trouvait une enveloppe scellée à la cire rouge. Elle portait la signature de Sir Lysander et une date, la veille de sa mort. En milieu de matinée, la maisonnée grouillait de murmures, tous centrés sur le testament. Miss Marple, discrètement appelée par Simmons, se tenait maintenant dans le salon, le document révisé dans ses mains gantées. Blaine, encore pâle de sa stupeur sous l'effet de la drogue la veille, cligna rapidement des yeux en lisant par-dessus son épaule. Sa voix tremblait de confusion. « C'est impossible. Ce document n'était pas là hier. Le testament révisé que nous avons trouvé hier soir était daté d'une semaine avant sa mort. Celui-ci est plus récent. » Miss Marple hocha lentement la tête, les yeux fixés sur le seau de cire. « Oui, et contrairement au premier, celui-ci n'a pas été altéré. Il est propre, intact. Dame Honora se tenait à la fenêtre, dos à la pièce, une main agrippant légèrement le rideau de velours. « Je suppose que celui-ci nommera un autre héritier, dit-elle d'une voix cassante. Peut-être le boulanger du village, cette fois. » Blaine l'ignora. « Écoute, il s'appelle à nouveau Julian Carrow, mais maintenant, avec une condition. Qu'il s'installe à Drowningford dans les 30 jours, sinon le domaine passe à Daphne Hargraves. » Le silence qui suivit fut pesant. Daphné, assise à son bureau, cligna des yeux. « Quoi? C'est absurde. Je n'avais même pas vu Sir Lysander depuis des semaines. Nous n'avons presque pas parlé après ce qui s'est passé. » Miss Marple se tourna vers elle, le regard calme. « Après que tu lui aies avoué tes sentiments pour son neveu, des sentiments qu'il trouvait déplaisants. » La jeune fille rougit et baissa les yeux. « Il a été cruel avec moi. Il a dit que je n'avais pas à me mêler des affaires de famille, que j'étais juste la fille du colonel et que je le serais toujours. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous êtes désormais la deuxième personne à hériter de tout. Par un testament mystérieusement apparu dans une pièce fermée à clé, une pièce fermée par Simmons, qui jure en avoir gardé la seule clé. » Simmons, qui se tenait silencieusement près de la porte, secoua la tête. « Je le jurerai encore, madame. La clé ne m'a jamais quitté. » Miss Marple s'approche du bureau et déposa soigneusement le testament à côté du buvard. Elle examina attentivement le papier. C'est le même papier que les autres. Le même stylo. Mais la pression est différente, légèrement plus forte. Regardez, les boucles sur les ilabri tirent plus fort qu'avant. Cela suggère une main différente. Une main qui s'efforce d'imiter. Blaine inspira profondément. « Tu crois que c'est un faux ?»« Je pense, dit Miss Marple, qu'elle est plutôt convaincante, mais elle comporte néanmoins des défauts. » Lady Honora se détourna brusquement de la fenêtre. « C'est absurde. Vous accusez quelqu'un d'avoir fabriqué un document juridique, dans la bibliothèque de Sir Lysander, sous clé. »« Non, dit Miss Marple. Je suggère que quelqu'un l'a placé là après que la pièce ait été déverrouillée, après qu'elle ait été rallumée, après que Simmons soit allé se coucher. » Blaine se pressa la tempe. « Mais pourquoi? Pour compliquer la succession? Pour retarder la lecture? Ou pour jeter le doute sur quelqu'un d'autre ?» dit Miss Marple. Elle jeta un nouveau coup d'œil vers Daphné, mais son esprit était déjà passé à autre chose, au coup frappé que personne n'avait entendu, à la lettre arrivée trop tard, à la page manquante des aveux de Blaine et à l'empreinte de pas dans la cave. Chaque indice laissait présager non seulement un meurtre, mais un complot complexe qui se déroulait encore. Après le déjeuner, Miss Marple erra seule dans le manoir, prétextant un besoin d'air. L'orage était passé, mais les nuages étaient bas et oppressants, et les allées du jardin étaient glissantes de mousse humide et de branches cassées. Elle marcha lentement, revenant finalement vers l'aile est, où Sir Lysander avait conservé sa collection privée de documents juridiques, et où Simmons affirmait n'avoir vu personne depuis les funérailles. Elle entra dans le petit bureau attenant à la bibliothèque,
et observa la poussière sur les étagères, les légères irrégularités du sol et la traînée de maisons distantes, légères traces qui menaient à la cheminée. Un tisonnier reposait à proximité, encore chaud après usage. Curieuse, elle s'agenouilla et examina le foyer. Un fragment de cire était incrusté dans le rebord de la grille, non pas rouge comme le sceau du Nouveau Testament, mais noir, presque brûlé. Elle l'extirpa avec un mouchoir. Il y avait un autre document dans cet incendie. Quelqu'un l'avait détruit, mais pas complètement. Elle leva les yeux et remarqua autre chose. Une petite entaille dans un coin du sol en pierre, sous une tapisserie décolorée. Quelque chose de carré. Elle appuya doucement. Le panneau bougea. Un compartiment caché. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un journal relié en cuir. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. C'était le journal personnel de Sir Lysander. La dernière entrée disait « Ils feignent tous la loyauté, mais seule la vérité survit dans l'encre. Le Nouveau Testament sera déposé dans le tiroir du bas ce soir. S'il m'arrive quelque chose, Caro saura qu'il était destiné à hériter. S'il ne se présente pas d'ici là, je laisserai le reste à Daphné. Elle est naïve, mais pas cruelle. » Miss Marple ferma lentement le livre. Sir Lysander Abbé-Pacile avait encore changé d'avis après avoir rédigé le testament révisé. Ce dernier document, celui retrouvé ce matin-là, reposait sur les informations contenues dans le journal. Quelqu'un l'avait lu, et quelqu'un l'avait utilisé pour inventer une nouvelle version de ses intentions. Elle retourna au salon juste au moment où Daphné se disputait avec son père, dont le visage était rouge de frustration. « Je n'ai rien demandé !» s'écria Daphné. « Pourquoi aurais-je falsifié un testament qui me placerait au second rang après Julian ?»« Pour les déstabiliser, peut-être, » rétorqua le colonel, « pour paraître innocent tout en restant proche du butin. » Miss Marple intervint calmement. « Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'aucun de vous n'en avait l'occasion ni les compétences. La falsification, en fait, est un art. » Le colonel Hargraves fronça les sourcils. « Et qui, dans cette maison, possède un tel talent? Quelqu'un qui traite les documents avec professionnalisme. Quelqu'un dont l'écriture est presque identique à celle de Sir Lysander après des années d'exposition. » Blaine pâlit. « Tu n'es pas sérieux. »« Tu pensais... Est-ce que tu as fait ça ?» Miss Marple sourit doucement. « Je pense que vous aviez accès au vrai testament. Mais quelqu'un d'autre l'a utilisé. Quelqu'un qui a peut-être cambriolé votre chambre pendant que vous étiez inconscient. » Blaine tituba légèrement. « Mes papiers, je les garde dans un coffre-fort. La clé... Attends. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « La clé que tu caches dans tes chaussures. Celles-ci ont été prises dans ta chambre la nuit où tu as été droguée et retrouvée boueuse au matin. » Il la regarda, horrifié. Miss Marple se retourna. « Lady Honora, on vous a vu quitter votre chambre pendant la nuit. Simmons ne l'a pas dit à voix haute, mais je l'ai bien compris à la façon dont il évitait de vous regarder ce matin. »« J'avais besoin d'air, » dit Honora d'un ton sec. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Vous deviez récupérer quelque chose, » dit Miss Marple, « dans la chambre de M. Blaine. Quelque chose que vous avez utilisé pour déverrouiller son coffret et copier le testament qu'il contenait. Vous l'avez remplacé par une date plus récente, préservé l'héritage de Caro pour paraître légitime, et ajouté le nom de Daphné pour dissimuler votre propre implication. Puis vous l'avez déposé dans la bibliothèque pour qu'il soit découvert. Mais vous avez oublié le journal caché. » La main d'Honora tremblait. « Tu n'as aucune preuve. »« J'en ai assez, » dit Miss Marple. « Le seau de cire que vous avez utilisé était rouge, contrairement à la cire noire trouvée dans la cheminée. Le seau noir appartenait au vrai Second Testament, brûlé à la hâte avant que le faux ne soit déposé. Vous avez utilisé le seau privé de votre mari sans vous rendre compte qu'il avait été modifié après la rédaction du journal. » Blaine la fixa du regard. « Alors, le Nouveau Testament est un faux. »« Sans aucun doute, » dit Miss Marple. Daphné se pencha en avant. « Mais ça veut dire que le vrai second... » Miss Marple hocha la tête. « Il existe toujours. Enfin, il existait jusqu'à hier soir. Et celui qui l'a forgé cherche peut-être encore désespérément à le retrouver. » À ce moment-là, Simmons entra dans la pièce. « Mademoiselle Marple, il y a quelque chose que vous devriez voir, à la cave. » Elle le suivit en descendant les marches de pierre, passant devant des étagères remplies de vieux vins et de souvenirs oubliés.
Il s'arrêta près du mur du fond et lui désigna une étroite cavité dans la pierre. C'était derrière un panneau, madame. Je l'ai remarqué ce matin. À l'intérieur, ceci. Enveloppé dans un tissu, relié par une ficelle et marqué des initiales de Sir Lysander, se trouvait le véritable Deuxième Testament, daté de 2 jours avant sa mort. Miss Marple l'a ouvert. Seul Julian Caro fut nommé héritier. Il n'y avait aucune condition, aucune mention de Daphné, et il n'y a plus de place pour la tromperie. Mais alors même qu'elle lisait la clause finale, ses yeux se rétrécirent, parce que quelque chose n'allait toujours pas. Quelque chose n'allait pas. Et tandis qu'elle fermait le testament et le remettait à Simmons pour qu'il le garde en sécurité, ses pensées ne se tournèrent pas vers l'héritier, mais vers la nuit du meurtre, au coup auquel personne n'a répondu, au pas qu'elle seule avait vu, à l'homme qui n'était toujours pas arrivé à Drowningford, et à l'enveloppe laissée sous sa porte 2 nuits auparavant, celui sans signature, mais avec une encre familière. Chapitre 5. La tasse de thé sans empreinte digitale. Le cri retentit dans les couloirs humides du manoir de Drowningford, juste au moment où l'horloge de parquet du hall d'entrée sonnait 6 heures. Miss Marple, qui était dans le salon bleu en train de raccommoder une dentelle effilochée avec ses aiguilles toujours attentives, posa son ouvrage avec une précision calme et se leva. Le bruit ne venait pas de l'extérieur. Ce n'était pas l'écho de l'orage qui grondait encore sur le village, mais de l'aile et, quelque part près du salon, où le thé avait été servi moins d'une demi-heure auparavant. Elle avança rapidement dans le couloir, ses chaussures à semelles souples ne faisant qu'un léger murmure contre le vieux bois. Daphne Hargraves se tenait sur le seuil du petit salon, les yeux écarquillés et le souffle court en petits sanglots frénétiques. D'une main tremblante, elle désigna la table dressée avec un plateau en argent et de la porcelaine. « Il ne bouge pas », parvint-elle à dire. Miss Marple passa devant elle, la scrutant du regard. Là, parfaitement droit dans le fauteuil à haut dossier sous la fenêtre, se tenait le colonel Hargraves, sa tasse de thé toujours posée, dans sa soucoupe, les yeux ouverts mais vitreux. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun meuble renversé, aucune boisson renversée. Juste le parfum de bergamote dans l'air et le silence pesant et suffocant d'une pièce qui venait d'avaler son dernier bruit. Le docteur Penrose fut appelé dans l'heure. Le coroner local, familier depuis longtemps avec la fragilité des personnes âgées, examina le colonel et parla à voix basse. « Une insuffisance cardiaque soudaine, très probablement », murmura-t-il. Cependant, l'expression de son visage est étrange, comme s'il venait d'être surpris. Miss Marple se tenait derrière lui, regardant le plateau de thé par-dessus ses lunettes. « Pourrais-je vous demander de me passer la tasse du colonel, docteur ?» Il s'exécuta. Elle le souleva délicatement, le faisant tourner à la lumière. Puis, encore et encore. « Pas d'empreinte digitale, » dit-elle doucement. Daphné leva les yeux de l'âtre où elle était assise, recroquevillée et pâle. « J'ai fait le dé pour nous deux. Il était plus calme aujourd'hui. On parlait d'aller chez le notaire ensemble, pour contester le testament qui me nommait. Il a dit qu'il nous aiderait. » Miss Marple hocha lentement la tête. Alors quelqu'un avait une raison d'empêcher cela. Lady Honora apparut dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtue, le visage indéchiffrable. « Et maintenant, Miss Marple? Encore un meurtre à me reprocher ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle retourna au plateau et prit la deuxième tasse. « À toi, Daphné ?» Daphné hocha la tête. « Oui. »« Bizarre, » dit Miss Marple. « Le vôtre porte les traces habituelles. Mais celui du colonel, absolument aucune. Nettoyé, même la poignée. »« On n'était que toutes les deux ici, » murmura Daphné. « Je lui ai servi. Je n'ai plus jamais touché à sa tasse. »« Et pourtant, » murmura Miss Marple, « il ne l'a pas versé lui-même. Alors qui l'a essuyé ?» Le silence qui suivit sembla attirer les murs vers l'intérieur. Ce soir-là, un silence anxieux régnait au manoir. L'orage s'était fait plus pressant, battant les hautes fenêtres de ses trompes d'eau. Miss Marple dînait seule dans la véranda, l'appétit léger, les pensées vagabondes. Elle avait déjà été témoin de meurtre, bien plus que la vieille fille de village moyenne, certes, mais celui-ci était d'une cruauté particulière. Non seulement dans la méthode, aussi silencieuse et invisible que le vent, mais aussi dans le choix de la victime.
Le colonel, Hargrave, malgré toute sa pompe et ses fanfaronnades, avait tenté de se racheter. Et maintenant, il était réduit au silence. Plus tard, elle prit son thé au salon. Simmons l'apporta lui-même, accompagné d'une parole douce. « Mademoiselle Marple, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je ne vous en ai pas parlé plus tôt. Je n'étais pas sûr que cela ait de l'importance. »« Vas-y, » dit-elle doucement. Quand j'ai récupéré les tasses dans le petit salon, j'ai remarqué que celle du colonel était froide, bien plus froide que prévu, comme s'il n'avait pas bu une seule gorgée. Ou comme s'il était resté là bien plus longtemps qu'il n'aurait dû, dit doucement Miss Marple. Oui, madame. Elle le remercia et resta un long moment silencieuse. La vérité se formait. Pas encore entière, mais tranchante et tranchante. Quelqu'un avait anticipé le thé du colonel. Quelqu'un qui avait placé une tasse là à l'avance, soigneusement essuyée, soigneusement empoisonnée, et s'était assuré qu'elle donnait l'impression que Daphné l'avait servie. Elle se leva et se dirigea vers la cheminée, où plus tôt dans la semaine, elle avait découvert le fragment de cire sous le tapis. Elle tapota le lambris au-dessus du manteau, à l'affût de creux. Là, une petite niche derrière la tête de lion sculptée. Elle appuya dessus. Rien ne s'est passé, mais cela lui disait néanmoins quelque chose. Quelqu'un d'autre l'avait déjà trouvé. Et peut-être l'avait-il utilisé pour cacher autre chose. Le lendemain matin, la pluie cessa. Une fine brume recouvrait le village, enveloppant haies et cheminées d'un voile vaporeux. Miss Marple en profita pour se promener dans le village, soi-disant pour récupérer une bobine de fil à la mercerie, mais en réalité pour rendre visite au révérend Charles Barton, un homme qui, comme Miss Marple, possédait un esprit curieux et un profond penchant pour la faiblesse humaine. « Le colonel Hargraves est venu se confesser la semaine dernière, » dit-il à contre-cœur en lui versant une tasse de thé épais et infusé. Pas au sens formel du terme, vous comprenez? Il avait juste besoin d'être écouté. « Et qu'est-ce qui le troublait ?» demanda-t-elle. Le vicaire remuait son thé pensivement. Il a dit qu'il avait fait du tort à sa fille. Il lui avait caché quelque chose à propos du testament de sa mère, qu'il avait été réécrit sous la pression après sa mort, et que la copie authentique était cachée. Miss Marple posa sa tasse. « Caché où? Il n'a rien dit. Juste que s'il lui arrivait quelque chose, le lion garderait son secret. J'ai supposé qu'il était poétique. »« Non, » répondit Miss Marple. « Je crois qu'il parlait au pied de la lettre. » À son retour à Drowningford, l'air était redevenu lourd, la tempête menaçant de reprendre le dessus. Elle ne perdit pas de temps. Directement au salon, elle tapota de nouveau la sculpture du lion, avec une détermination renouvelée. Cette fois, elle remarqua la légère éraflure à la base fraîche, un minuscule espace entre la patte du lion et le panneau. Avec une aiguille à tricoter, elle le glissa en place. Un clic. Le panneau s'est ouvert en grinçant. À l'intérieur, une liasse de papier plié, jauni mais intact. Le testament de la mère de Daphné. Une version qui léguait tout non pas à son mari, mais à sa fille. Un document qui aurait changé la fortune du colonel, et celle de Daphné. Miss Marple a examiné la date. 6 mois avant la mort de Lady Hargraves, c'était légal, contraignant et caché. Elle glissa le testament dans son sac à main et quitta la pièce. Mais au détour du couloir, une voix douce l'arrêta. « Mademoiselle Marple !» C'était Dame Honora. Son ton était froid, son visage calme, mais ses yeux pétillaient. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu étais en train de fouiner. »« Je ne fouille pas, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « J'observe, je tricote, je range. Il m'arrive de découvrir la vérité. »« Je vois, » dit Honora. « Alors, peut-être avez-vous aussi découvert que je n'avais rien à gagner de la mort du colonel. »« Mais vous aviez tout à perdre, » dit Miss Marple. « Vous saviez que le colonel détenait des informations susceptibles de miner votre influence sur Daphné. Vous saviez qu'il allait aller voir l'avocat pour appuyer sa demande. Il savait peut-être même que le testament était caché ici. S'il en parlait à qui que ce soit, s'il s'était confié à Blaine ou à Simmons, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il soit retrouvé. Et ensuite, Lady Honora s'approche. « M'accusez-vous de meurtre maintenant, Miss Marple ?»« Je suggère, » dit Miss Marple d'une voix légère, mais teintée de fer, « que vous avez toujours bénéficié du silence de cette maison.
et que vos empreintes digitales sont remarquablement absentes de toutes les scènes de crime. Honora ne répondit pas. Elle se retourna simplement et s'éloigna, laissant derrière elle un léger parfum de muguet. Ce soir-là, Miss Marple réunit la maisonnée dans la bibliothèque. Elle dit peu de choses, se contentant d'annoncer une découverte qui serait communiquée le lendemain matin, en présence du magistrat local. À minuit, un deuxième cri a déchaîné le manoir. Miss Marple s'assit dans son lit, à l'écoute. Cela venait de l'office du majordome. Elle se leva, s'enveloppa dans un châle et se dépêcha de descendre. Là, dans le garde-manger, Simmons tremblait au-dessus du corps d'Horace Blaine. Il n'était pas mort, mais à peine conscient. Affalé contre le placard, une tasse de thé brisée gisait à côté de lui. Miss Marple regarda les fragments. Cette fois, il ne portait aucune empreinte digitale. Et alors qu'elle s'accroupissait à côté de Blaine, sa main toucha quelque chose qui lui avait échappé des doigts. Une note, gribouillée à l'encre tremblante. J'ai retrouvé la lettre originale. Elle ne m'était pas destinée. Elle était destinée à Julian Caro. Le reste était illisible. Miss Marple leva lentement les yeux. La tempête éclata à nouveau dehors. Et quelque part dans l'ombre du manoir de Drowningford, le tueur écoutait toujours. Il s'est retourné et m'a vu. Et puis, Elsie frissonna. Rien, juste le noir. Miss Marple se leva lentement. On vous a renvoyé, peut-être frappé. Et si quelqu'un a pris la peine de vous faire oublier, cela suggère que vous avez vu quelque chose de très dangereux. Ce soir-là, Miss Marple demanda à parler en privé au docteur Penrose. Ils se promenèrent sur la terrasse juste avant le retour de la pluie. « Suggestion hypnotique », dit le médecin après avoir entendu l'histoire. « C'est rare mais possible. Si on avait administré quelque chose à la jeune fille, du laudanum peut-être, et qu'on lui avait ensuite parlé fermement, elle aurait peut-être oublié les événements, ou plutôt les aurait enfouis. Et si quelqu'un savait qu'elle commençait à se souvenir? Alors je m'inquiéterais pour sa sécurité. » Miss Marple hocha la tête, puis se tourna pour regarder la silhouette sombre du manoir se détachant sur le ciel orageux. Ce soir-là, elle installa Elsie dans une pièce fermée à clé du presbytère et envoya un mot à Florence pour informer discrètement sa cousine de sa découverte. Puis elle retourna au manoir, prétextant un mal de tête et demandant à prendre le thé tôt au salon. Le lendemain matin, Miss Marple se leva tôt et se rendit à la bibliothèque. La pluie avait enfin cessé, laissant le manoir trempé et luisant comme un fantôme lavé. Elle se dirigea droit vers la cheminée, retira le panneau orné du lion et vérifia le compartiment secret. Le testament avait disparu. À sa place, une note. Elle s'en souvient. C'est très regrettable. Pas de signature, pas de sceau, mais écrit d'une écriture familière et bouclée. Miss Marple leva les yeux, son expression indéchiffrable. Et puis, derrière elle, une voix douce retentit. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » Elle se tourna lentement. Julian Caro se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était enfin arrivé, et bien trop tard pour expliquer pourquoi son bouton de manchette avait été retrouvé derrière les tonneaux de vin, ou pourquoi son écriture correspondait aux mots. Miss Marple croisa les mains. « Je me demandais quand tu arrêterais de te cacher dans l'auberge du village. » Caro esquissa un sourire crispé. « Vous avez tout gâché, Miss Marple. »« Non, » dit-elle doucement. « J'en ai simplement découvert un. » Les yeux de Caro se tournèrent vers le feu. « Elle ne se souviendra pas de tout. Pas à temps. »« Peut-être, » dit Miss Marple en s'écartant. « Mais je le ferai. » Et sur ce, elle prit la deuxième page d'une lettre posée sur la petite table d'appoint. Une lettre que Blaine avait commencée avant d'être empoisonné. Cette fois, elle était entière. Julian a menacé de modifier le testament par la force. Je lui ai dit que j'informerai Sir Lysander. Il a dit que je n'en aurais jamais l'occasion. Miss Marple l'a plié avec soin. La servante vous a vu cette nuit-là. Vous avez falsifié le testament. Vous avez drogué Blaine. Et maintenant, vous craignez qu'Elsie Dawlish ne se souvienne de la vérité. Qu'elle vous ait entendu dire cela. Qu'elle vous ait vu déchirer le testament et en cacher les pages. Qu'elle vous ait vu revenir au manoir la nuit de la mort de Sir Lysander. Le sourire de Caro s'estompa. La voix de Miss Marple resta calme. Parce que ce n'est pas le vin qui l'a tué. C'est le plateau de thé apporté par une servante qui n'est jamais revenue. Il fit un pas en avant, mais la porte de la bibliothèque s'ouvrit. L'inspecteur Magru se tenait là, chapeau à la main,
le regard dur. « Je crois que nous en avons terminé, Monsieur Carroll. » Miss Marple recula et expira. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie cesser enfin, et la lumière percer les nuages en éclairs dorés et acérés. Elsie Dawlish était en sécurité, et la vérité, enfin, s'était souvenue de son nom. Chapitre 6. La servante qui a oublié son propre nom. Il était un peu plus de minuit lorsque l'orage revint avec force, martelant les fenêtres du manoir de Drowningford, comme s'il tentait de s'y frayer un chemin. La pluie tombait à torrents, sifflant contre la terrasse de pierre et faisant gémir les vieux murs sous le poids des souvenirs et de l'eau. Miss Marple était assise bien droite dans son lit, ses aiguilles à tricoter toujours sur ses genoux, bien que ses mains aient cessé de travailler depuis longtemps. Quelque chose l'avait réveillée, ni le tonnerre, ni le vent, mais un faible coup désespéré. Pas à sa porte, mais à l'entrée des domestiques, en contrebas. Ce n'était pas le premier bruit de ce genre qu'elle entendait ces dernières nuits, et dans une maison où tant de personnes étaient mortes dans des circonstances suspectes, aucun bruit ne pouvait être ignoré. Elle serra son châle autour de ses épaules et alluma la petite lampe à sa table de chevet. D'un pas silencieux, elle descendit l'étroit escalier de service. La lumière, vacillante, jouait des tours sur le papier peint, transformant les motifs floraux en lianes rampantes. Arrivée en bas de la marche, elle s'arrêta. Les coups avaient cessé. Seul le vent soufflait. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit avec précaution. Là, trempée jusqu'aux os, se tenait une jeune femme frêle et tremblante. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage, sa robe collait à ses fines épaules, et ses chaussures, si tant est qu'elles aient été des chaussures, n'étaient plus que des sacs de cuir informes. Ses yeux, grands et sombres, se posèrent nerveusement sur Miss Marple et se perdirent dans le couloir. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas où je suis. » Miss Marple l'observa calmement. « Entre, ma fille, on va te réchauffer. » Simmons arrive quelques instants plus tard, interpellée par le vacarme, et avec sa discrétion habituelle, aida la jeune fille à s'installer près du feu de la cuisine avec une tasse de bouillon et une couverture. La maison était encore endormie au-dessus d'eux, et Miss Marple n'avait pas envie de réveiller qui que ce soit pour l'instant. Elle observa la jeune fille qui sirotait son bouillon à petites gorgées frénétiques. « Alors, » dit doucement Miss Marple, « comment t'appelles-tu, ma chère ?» La fille leva les yeux, perplexe. « Je ne sais pas. Tu veux dire que tu as oublié ?» Un hochement de tête lent. « Je crois que j'ai travaillé ici, ou quelque part dans le coin. Je me souviens des rideaux de dentelle, de l'odeur du cirage et de quelqu'un qui criait. J'ai couru, je crois. J'avais peur. Mais je ne sais pas de quoi. » Simmons, qui se tenait à proximité, dit doucement. « On dirait une des cuisinières d'il y a 2 saisons. Je croyais qu'elle était partie servir à Cheltenham. » La voix de Miss Marple était calme. « Vous êtes sûre qu'elle travaillait ici ?»« Oui, madame. Elle s'appelait Elsie Dawlish. J'en suis sûr. » La fille tressaillit à l'évocation du nom, mais ne répondit pas. Miss Marple s'assit en face d'elle et joignit les mains. « Elsie Dawlish a disparu, n'est-ce pas ?» Simmons hésita. « On a parlé. Elle est partie subitement, sans prévenir. La gouvernante a dit qu'elle avait été surprise en train de voler. » Miss Marple se tourna vers la fille. « Vraiment ?» La fille baissa les yeux. « Je ne m'en souviens pas. » C'est sa façon de le dire qui a retenu l'attention de Miss Marple. Non pas la confusion due à la perte de mémoire, mais la forme soigneusement construite de la peur. Quelqu'un lui avait dit d'oublier, ou l'avait forcé à oublier. « Laissez-moi vous poser une autre question, » dit gentiment Miss Marple. « Vous souvenez-vous d'une théière en argent ?» Elsie cligna des yeux. « Avec une bosse sur le côté ?»« Oui, je l'ai nettoyé. Une fois. Mais il était déjà cabossé. » Miss Marple et Simmons échangèrent un regard. La théière en argent cabossée avait été au cœur d'un petit scandale 2 ans auparavant. Lady Honora avait accusé une servante de l'avoir endommagée pendant le polissage. Mais l'affaire avait disparu sans autre conséquence, jusqu'à maintenant. Au matin, la maison avait été informée qu'une jeune femme était arrivée pendant la nuit, confuse, et que mademoiselle Marple avait proposé de s'occuper d'elle dans la chambre d'amis du presbytère. Honora n'avait pas posé beaucoup de questions. Elle ne le faisait jamais lorsque des souvenirs gênants remontaient à la surface.
Blaine, encore faible mais conscient après son empoisonnement, haussa un sourcil à la nouvelle, mais ne dit rien. Daphné parut soulagée, même si elle affirmait ne pas connaître la jeune fille. Cet après-midi-là, Miss Marple emmena Elsie dans le salon des roses et lui tendit un petit plateau en argent. « Voyons si tes mains se souviennent. » La jeune fille ramassa les morceaux instinctivement, les polit avec une aisance exercée et les remit en place avec une sorte de grâce mécanique. Miss Marple la regarda. « Tu as souvent fait ça. » Elsie hocha la tête. « C'est la seule chose qui semble réelle. » Miss Marple se pencha en avant. « Quelqu'un vous a-t-il dit de quitter Drowningford ?» Les yeux d'Elsie s'écarquillèrent. « Je me souviens d'un homme. À la bibliothèque. J'avais apporté le thé. Il se disputait avec quelqu'un. Il disait qu'il fallait brûler le testament, que c'était dangereux. Il s'est retourné et m'a vu, et puis... » Elsie frissonna. « Rien, juste le noir. » Miss Marple se leva lentement. « On vous a renvoyé, peut-être frappé. Et si quelqu'un a pris la peine de vous faire oublier, cela suggère que vous avez vu quelque chose de très dangereux. » Ce soir-là, Miss Marple demanda à parler en privé au docteur Penrose. Ils se promenèrent main sur la terrasse, juste avant le retour de la pluie. « Suggestion hypnotique », dit le médecin après avoir entendu l'histoire. « C'est rare, mais possible. Si on avait administré quelque chose à la jeune fille, du laudanum peut-être, et qu'on lui avait ensuite parlé, fermement, elle aurait peut-être oublié les événements. Ou plutôt, les aurait enfouis. Et si quelqu'un savait qu'elle commençait à se souvenir, alors je m'inquiéterais pour sa sécurité. » Miss Marple hocha la tête, puis se tourna pour regarder la silhouette sombre du manoir se détachant sur le ciel orageux. Ce soir-là, elle installa Elsie dans une pièce fermée à clé du presbytère et envoya un mot à Florence pour informer discrètement sa cousine de sa découverte. Puis elle retourna au manoir, prétextant un mal de tête et demandant à prendre le thé tôt au salon. Le lendemain matin, Miss Marple se leva tôt et se rendit à la bibliothèque. La pluie avait enfin cessé, laissant le manoir trempé et luisant comme un fantôme lavé. Elle se dirigea droit vers la cheminée, retira le panneau orné du lion et vérifia le compartiment secret. Le testament avait disparu. À sa place, une note. Elle s'en souvient. C'est très regrettable. Pas de signature, pas de sceau, mais écrit d'une écriture familière et bouclée. Miss Marple leva les yeux, son expression indéchiffrable. Et puis derrière elle, une voix douce retentit. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » Elle se tourna lentement. Julian Carroll se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était enfin arrivé, et bien trop tard pour expliquer pourquoi son bouton de manchette avait été retrouvé derrière les tonneaux de vin, ou pourquoi son écriture correspondait aux mots. Miss Marple croisa les mains. « Je me demandais quand tu arrêterais de te cacher dans l'auberge du village. » Carroll esquissa un sourire crispé. « Vous avez tout gâché, Miss Marple. »« Non, dit-elle doucement. J'en ai simplement découvert un. » Les yeux de Carroll se tournèrent vers le feu. « Elle ne se souviendra pas de tout. Pas à temps. »« Peut-être, dit Miss Marple en s'écartant, mais je le ferai. » Et sur ce, elle prit la deuxième page d'une lettre posée sur la petite table d'appoint. Une lettre que Blaine avait commencée avant d'être empoisonnée. Cette fois, elle était entière. Julian a menacé de modifier le testament par la force. Je lui ai dit que j'informerais Sir Lysander. Il a dit que je n'en aurais jamais l'occasion. Miss Marple l'a plié avec soin. La servante vous a vu cette nuit-là. Vous avez falsifié le testament. Vous avez drogué Blaine. Et maintenant, vous craignez qu'Elsie Dawlish ne se souvienne de la vérité. Qu'elle vous ait entendu dire cela. Qu'elle vous ait vu déchirer le testament et en cacher les pages. Qu'elle vous ait vu revenir au manoir la nuit de la mort de Sir Lysander. Le sourire de Carroll s'estompa. La voix de Miss Marple resta calme. Parce que ce n'est pas le vin qui l'a tué. C'est le plateau de thé apporté par une servante qui n'est jamais revenue. Il fit un pas en avant, mais la porte de la bibliothèque s'ouvrit. L'inspecteur McGrew se tenait là, chapeau à la main, le regard dur. « Je crois que nous en avons terminé, Monsieur Carroll. » Miss Marple recula et expira. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie cesser enfin, et la lumière percer les nuages en éclairs dorés et acérés. Elsie Dawlish était en sécurité, et la vérité, enfin, s'était souvenue de son nom. Deuxième chapitre.
7. Le murmure dans la véranda. Les fenêtres de la véranda claquaient faiblement dans leur châssis, tandis que le vent soufflait à nouveau sur la lande. La pluie claquait doucement contre les vitres comme des ongles qui martelaient un avertissement, et une odeur de terre humide et de fougère flottait dans l'air. Il était un peu plus de 21 heures, et le manoir de Downingford était devenu étrangement silencieux, si silencieux que même l'orage extérieur semblait respecter le silence intérieur. Miss Marple était assise tranquillement dans le salon, tricotant ostensiblement, bien que son attention ne fût pas concentrée sur ses aiguilles. Ses oreilles s'étaient redressées à un bruit inapparent, ni le tonnerre, ni le craquement du bois, mais quelque chose de plus doux. Une voix, trop faible pour être parlée. Un murmure. Elle se leva sans un mot, rangea son tricot dans son sac et traversa le couloir en direction de la véranda. La porte était entr'ouverte. Aucune bougie n'était allumée, mais le jardin, au loin, laissait juste assez de lumière lunaire pour dessiner des silhouettes. Des plantes à larges feuilles, des frondes grêles et le vague contour des meubles en osier. Elle se glissa à l'intérieur, silencieuse comme la brume qui s'insinuait à travers les rosiers. Ses mains, un pas était étouffé par le vieux tapis de jonc. Son souffle troublait à peine l'air lourd. Et puis elle l'entendit de nouveau. Un murmure. 2 voix. Juste devant. Les ombres plus hautes près des citronniers. Un homme et une femme. Miss Marple se tenait près des palmiers, le cœur stable, l'esprit plus vif que jamais. « Vous aviez promis que ce serait fait maintenant, » dit la femme. « C'est presque ça, » répondit l'homme. « Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. » La femme de White chambre ? Oui, si elle se souvient de tout. Elle ne le fera pas. Tu en es sûr ? Une pause. Non, dit-il. Mais peu importe. Après-demain, plus rien de tout cela n'aura d'importance. Une autre pause. Elle le saura. Cette vieille femme voit tout. Miss Marple ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. La voix de la femme, tendue, essoufflée, était indubitable. Lady Honora. Et l'homme, bien sûr, était Julian Carrow. Le murmure cessa. Un léger bruissement, une chaise bougea. C'était de séparer et s'était éclipsé par des portes opposées, comme de la fumée dans des fissures. Miss Marple attendit une minute entière avant de sortir de l'ombre. Son regard scruta le sol, et près du pied du citronnier, quelque chose capta la lumière. Un bouton. Petit, recouvert de soie crème. Pas celui de Julian. Honneur. Elle le prit et le retourna entre ses doigts, avant de le glisser dans son réticule. Le lendemain matin, elle se leva tôt et s'assit dans la salle à manger avec une théière de thé léger, observant la maisonnée s'animer lentement. Simmons arriva avec le courrier du matin, et Daphné la suivit peu après, pâle et apathique, les cheveux pas encore bien brossés. Julian apparut le dernier, fraîchement rasé, dégageant une légère odeur de rhum et de malaise. Lady Honora ne descendit pas. « Vous vous sentez comme un gentleman aujourd'hui, Monsieur Carrow ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. Julian lui adressa un sourire trop vif pour être amical. « Ne devrais-je pas l'être, Miss Marple ? Après tout, je suis l'héritier maintenant. Officiellement, il n'y a plus grand-chose à contester. À moins que les documents ne soient proches des faux avérés, dit-elle doucement. Son expression vacilla. Ou à moins qu'il reste quelqu'un qui se souvient de quelque chose d'inconvenant, a-t-elle ajouté. De l'autre côté de la table, Daphné leva brusquement les yeux. En parlant de ça, dit Miss Marple, quelqu'un a-t-il vu Elsie ce matin ? Daphné cligna des yeux. Elle est partie au presbytère, n'est-ce pas ? Pour se reposer ? Miss Marple secoua la tête. Le vicaire a sonné tôt. Elle n'est jamais arrivée. Personne n'a dormi dans le lit d'invité. Son dossier est toujours là, fermé. La pièce était froide. « Elle a disparu ?» demanda Daphné. « Assez. » Julian s'éclaircit la gorge. « Elle a probablement encore fui. C'est ce qu'elle fait, non ?» Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. « Elle a fui la dernière fois parce qu'on l'a forcée à oublier. Si elle a fui cette fois, il est probable que quelqu'un l'ait complètement fait disparaître. » Elle laissa cela planer dans l'air. Simmons apparut dans l'embrasure de la porte, anxieux. « Mademoiselle Marple, il y a quelque chose dans la véranda que vous aimeriez peut-être voir. » Elle se leva et le suivit. La tempête s'était calmée,
et un rayon de soleil doré filtrait à travers les vitres lavées par la pluie. Simmons la conduisit au coin, près des citronniers. Quelqu'un avait renversé le pot de citron. De la terre jonchait le tapis. En dessous, partiellement recouvert, se trouvait un morceau de tissu. Elle se pencha et le ramassa. Du coton pâle, une manchette déchirée, tachée d'une chose plus sombre que de la boue. Sang. Miss Marple observa à nouveau la pièce. Les ombres. Le sol. La porte toute proche de la cabane du jardinier. Elle n'était pas verrouillée. Elle est entrée. À l'intérieur, des outils étaient alignés le long des murs. Mais un crochet était vide. Une petite lame. Délagage. Elle se tourna lentement vers Simmons. Qui d'autre sait que cette porte n'était pas verrouillée? Personne, madame. Mais il y avait toujours un boulon. Oui, madame. Jusqu'à il y a 2 nuits, quand il a disparu. Sans mention? J'ai supposé qu'il a verrouillé. Miss Marple hocha la tête. Allez chercher l'inspecteur McGrew, s'il vous plaît. Doucement. En fin de matinée, l'inspecteur était arrivé. Ensemble, ils parcoururent le jardin jusqu'à ce qu'ils le trouvent, à l'extrémité du verger, enfoui sous un tas de terre remuée, gisait un paquet enveloppé dans un tablier de toile. À l'intérieur, tremblante, à moitié inconsciente et meurtrie, se trouvait Elsie Dawlish. Elle n'avait pas oublié à nouveau. Elle se souvenait de tout. Au manoir, Julian essayait déjà de faire ses valises cool à leur retour. Miss Marple entra dans sa chambre sans prévenir. Il se tourna vers elle, pâle, les lèvres pincées. « Je suppose que vous allez m'arrêter. »« Pas moi, » dit Miss Marple. « Mais peut-être que l'inspecteur McGrew le fera. » Julian s'assit lentement sur le bord du lit. « Elle se souvenait de moi, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Elle a entendu ce que j'ai dit à la bibliothèque. Ce soir-là, je suis venu menacer Blaine. Elle vous a entendu dire que vous ne laisseriez jamais le testament de Sir Lysander parvenir à Carrow. Elle a entendu que vous projetiez avec Honora de falsifier un testament ultérieur. Et elle vous a vu rentrer à la maison avec la copie falsifiée dans votre manteau. » Il baissa les yeux. « Et elle a entendu ton murmure hier soir, poursuivit Miss Marple dans la véranda, que tu n'avais plus beaucoup de temps, qu'elle allait devoir disparaître pour de bon. » Julian ne parlait pas. Miss Marple s'approcha. « Elle est vivante, Julian. Et maintenant, elle se souvient de tout. » Dans l'embrasure de la porte, McGrew apparut, son chapeau à la main, le poids familier du devoir gravé sur ses traits. Miss Marple ne dit rien de plus. Elle se retourna simplement et sortit de la pièce, dépassant les ombres, la maison trop longtemps réduite au silence par les secrets. Mais dans sa poche, elle portait toujours le bouton de soie crème. Et elle le savait. Honora n'avait pas encore joué son dernier coup. Chapitre 8. Le journal caché dans le banc du piano. L'orage s'était levé au matin, laissant derrière lui une brume basse qui s'accrochait au parc du manoir de Downingford, tel un voile incertain. L'herbe scintillait, de rosée et l'air embaumait une légère odeur de terre retournée et de lavande humide. À l'intérieur, le manoir était inhabituellement silencieux. Ce silence qui suit trop de révélations, trop de cris étouffés, trop de pas cachés. Miss Marple était assise dans le petit salon, sirotant un thé léger dans une tasse en porcelaine ébréchée, son regard se portant vers le piano à queue adossé au mur du fond. Vestige d'une maison plus musicale, ses touches n'avaient pas été touchées depuis des années, bien qu'il soit resté accordé, par fierté supposait-on, plutôt que par volonté. Ce n'était pas le piano lui-même qui occupait ses pensées, mais plutôt ce qu'elle avait vu la veille. Dans la lumière déclinante de la lampe, tandis que Simmons fermait le salon à clé, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Le banc, toujours bien rangé sous le clavier, était légèrement tiré, de travers sur le tapis. Le genre de choses qu'aucun domestique digne de ce nom ne négligerait. Et sur son bord, légèrement gravé dans la poussière, se trouvait la marque d'une main récemment posée. Curieux. Elle attendit que la maison soit occupée. Lady Honora était dans la roseraie, faisant semblant de couper des têtes mortes, et Julian Carrow avait été emmené par l'inspecteur McGrew pour être interrogé au village, puis traversa la pièce jusqu'au piano. D'une main délicate, elle souleva le couvercle rembourré du banc. À l'intérieur se trouvaient quelques morceaux de vieilles partitions épars, recourbés sur les bords, et en dessous, nichés entre des cahiers d'exercices décolorés, un fin journal relié en cuir. Elle le retira avec précaution, jetant un coup d'œil autour d'elle,
avant de se retirer sur le rebord de la fenêtre, là où la lumière était la plus intense. Elle ouvrit la première page. L'écriture était incontestablement celle de Sir Lysander, soignée, méthodique et assurée. Un homme qui avait écrit des milliers de lettres et de contrats au cours de sa vie, désormais réduit à se confier dans un livre privé. Les entrées commençaient de manière assez inoffensive. Notes sur des ventes immobilières, mécontentement envers le prédécesseur de Simmons et irritation face à l'insistance de Lady Honora à organiser ce qu'il appelait des dîners performatifs. Mais au fil des pages, le ton changeait. Je ne peux plus faire confiance à Blaine. Ses yeux bougent trop quand il parle, et je crois qu'il suit ses instructions. Honora est devenue froide et calculatrice. Je l'ai trouvée à la bibliothèque hier, en train de fouiller dans le tiroir du bas. Elle prétendait chercher une vieille liste d'invitations. Je ne la crois pas. Miss Marple se retourna en avant, ses doigts d'eau tremblant légèrement. La mère de Daphné n'a jamais modifié son testament. La version que nous détenons est un faux. J'ai retrouvé l'original dans les livres de comptes de la maison. Dissimulé à la vue de tous, la pauvre fille ignore ce qui lui a été volé. Son père, bien sûr, le savait, mais le silence lui est bénéfique. Enfin, il l'était. Plus loin encore, une dernière entrée l'arrêta net. Julian est arrivé tard hier soir. Il était ivre. Il m'a accusé de trahison, a dit qu'il était au courant du testament révisé et qu'il prendrait ce qui lui appartenait par tous les moyens. Je lui ai dit que j'avais laissé des instructions à Blain. Mais ce n'était pas le cas. Je bluffais. J'ai caché le vrai testament dans le mur du jardin, sous la tête de lion. S'il m'arrive quelque chose, et si le faux testament est rédigé, je prie pour que quelqu'un trouve ce journal. Miss Marple resta assise, immobile, les mots résonnant dans sa tête. C'était ça, la confirmation, l'acte final qui reliait tous les murmures, les empoisonnements, les silences et les mensonges. Elle se retourna pour remettre le journal, mais s'arrêta net. Il y avait un mot plié dans le rabat arrière. Elle le fit glisser. Elle était adressée à « J.C. » Elle l'a ouvert. « Tu n'hériteras pas si tu continues sur cette voie. Je te renierai avant de te laisser ternir davantage cette maison. J'ai vu les lettres de tes créanciers. Je sais pour la fille de Florence. Plus de seconde chance. Tu peux encore te racheter si tu choisis la bonne voie. » Ce n'était pas une signature, mais c'était clairement la voix de Sir Lysander. Le genre de jugement sévère et absolu qui résultait d'années de prétention et de déception. Et peut-être de peur. Elle remit le journal dans son sac et quitta la pièce, marchant lentement vers la terrasse arrière. La brume s'était dissipée, révélant le mur du jardin dans son intégralité. En son centre, sculpté dans la pierre claire, se trouvait une tête de lion, la gueule légèrement ouverte, ornementale, sa crinière flottant dans le mortier comme du lierre. Elle s'en approcha, s'agenouilla et appuya doucement sur la brique la plus basse, sous la sculpture. Il a cédé avec une facilité surprenante. Derrière, glissée dans une petite cavité enveloppée de toile cirée, se trouvait une seconde enveloppe, plus épaisse que prévu. Elle l'ouvrit. Un autre testament, non scellé, mais manifestement authentique. Celui-ci précédait de 2 jours la version supposée finale, actuellement en possession de Julian. Dans ce document, Sir Lysander déshéritait entièrement Julian. L'intégralité du domaine, maison, terrain, biens, devait revenir à Daphne Hargreaves, avec une modeste pension réservée à Lady Honora. Le raisonnement était manuscrit en marge, pour sa décence, son silence et sa tristesse. Miss Marple remit la brique en place, enveloppa le testament dans son châle et retourna à l'intérieur. Cet après-midi-là, Lady Honora l'intercepta dans le couloir. « Tu as été terriblement silencieux ces derniers temps, » dit-elle, le regard perçant sous son chapeau voilé. « Tu n'as pas encore semé le trouble, si ?»« Seulement du thé, » répondit gentiment Miss Marple. Honora sourit, mais son regard ne s'attarda pas. « On ne peut qu'espérer que le pire est derrière nous. »« Ça dépend, » dit Miss Marple en posant son menon, s'approchant. « Saviez-vous que Sir Lysander tenait un journal ? Un journal très détaillé. » Honora cligna des yeux. Juste une fois. Il écrivait toujours. Il aimait avoir le sentiment de maîtriser la situation. Oui, il a écrit pas mal de choses, il se trouve, y compris ta petite incursion à la bibliothèque.
et la falsification du testament de la mère de Daphné. Le sourire d'Honora disparut. La voix de Miss Marple baissa. Il a aussi écrit sur Julian, sur les dettes. Une fille à Florence, des menaces. Et enfin, son projet de cacher le testament dans le mur du jardin. Tu ne peux rien prouver de tout ça, dit doucement Honora. Je n'ai pas à le faire, répondit Miss Marple. Les documents le font pour moi. Et puis elle se retourna et partit, l'écho de ses pas étant le seul bruit dans le couloir. Au dîner, la nouvelle s'était répandue que l'inspecteur Magruh reviendrait le lendemain matin pour entendre les conclusions de mademoiselle Marple. Julian ne descendit pas. Dîner. Honora non plus. Daphné, pâle et silencieuse, était assise à côté de mademoiselle Marple, une question dans le regard qu'elle n'osait pas exprimer. Tandis que la maisonnée se préparait à aller se coucher, Miss Marple était assise seule dans le petit salon, relisant le journal à la lueur du feu. Sur la dernière page, écrite à la hâte, presque comme une pensée inachevée, figuraient 5 mots soulignés à l'encre épaisse. « Elle a déjà pris la clé ». Miss Marple se figea. La clé? Elle parcourut les pages précédentes. Il n'y avait aucune mention de clé. Mais peut-être que Sir Lysander n'avait pas voulu dire une clé au sens littéral. Ou peut-être qu'il l'avait fait. Elle se tourna vers le foyer. Au-dessus de la cheminée, sur la frise en bois sculpté, se trouvait le même motif de tête de lion. Elle se leva, tendit la main et appuya sur l'œil de la sculpture. Avec un petit clic, un tiroir caché s'ouvrit juste sous le manteau. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton. Et une dernière lettre, adressée simplement. À qui cela peut concerner? Elle l'a ouvert. S'il m'arrive quelque chose, ce sera la faute de Julian, ou d'Honora, ou des deux. Mais la clé que vous tenez maintenant ouvre le coffre-fort sous l'escalier, derrière le panneau le plus bas. C'est là que repose le codicille final signé. Pas le faux, le vrai. Miss Marple pressa la lettre contre sa poitrine. Et puis, juste au moment où elle se tournait vers le couloir pour récupérer le coffre-fort, un cri retentit à l'autre bout de la maison. Un autre. Pas de peur, rage. Elle a couru. Et à ce moment-là, tout a changé. Deuxième chapitre 9, la cuillère qui a remué le poison 2 fois. Ce fut le bruit caractéristique d'un plateau s'écrasant au sol qui fit sortir Miss Marple du bureau. Elle se dirigea aussitôt, vive et calme, vers le couloir ouest, là où les quartiers du personnel rejoignaient l'aile principale du manoir de Drowningford. Là, dans l'embrasure du petit salon, se tenait Daphne Hargreaves, les yeux écarquillés, une main agrippée au bord d'un chariot de service renversé à ses pieds. Le service à thé en argent gisait éparpillé sur le sol, les tasses roulant doucement sous l'effet de l'élan. Une cuillère à sucre scintillante nichée curieusement sous une tache orange sanguine qui défigurait le tapis fleuri. Derrière elle, Simone se tenait immobile, le visage pâle, tenant une tasse de thé à 2 mains. Le liquide qu'elle contenait tremblait. Miss Marple arriva silencieusement, son regard, se portant sur le plateau tombé, le thé renversé, la cuillère. Un seul regard lui suffisait. « La même chose, dit-elle doucement. » Daphné la regarda. « Que veux-tu dire ? Le même schéma, la même méthode, le même poison. » Daphné haleta. « Mais il a demandé du thé. Je l'ai servi sur place dans le couloir. Il a bu et il a failli laisser tomber sa tasse. Il s'est assis et est devenu pâle. » Simmons, toujours debout avec la tasse, regarda Miss Marple. « Ça recommence, murmura-t-il. » Esham. Yeux de Miss Marple restèrent fixés sur la cuillère. 2 ans plus tôt, lorsque le valet de Sir Lysander était mort mystérieusement dans un accident de chasse, des rumeurs avaient couru selon lesquelles il était tombé malade la nuit précédente. De la fièvre, avait-on dit. Rien de plus. Mais Miss Marple se souvenait des conversations discrètes au village. Comment l'homme s'était effondré après un dîner solitaire et s'était plaint de vertige après le thé. Il y avait eu un murmure à ce moment-là. Aussi, à propos d'une tasse et d'une cuillère. Elle s'avança et souleva la cuillère avec un mouchoir. Son regard se plissa. Une petite trace de résidu tapissait le bol intérieur, discrète mais visible sous la lumière de la lampe. Elle la porta à son nez. L'odeur était faible, presque florale, mais amère. « Simmons, dit-elle, dis-moi exactement ce qui s'est passé. »
J'ai apporté le thé de la cuisine, comme d'habitude, dit-il. Daphné a proposé de le porter. Je suis allé chercher le courrier de l'après-midi. À mon retour, la vieille tasse du colonel, celle que nous utilisons pour les invités, avait disparu. Et M. Caro était tombé malade. Où est Julian maintenant? Dans sa chambre. Il tremblait. Il dit que c'était juste le stress. Mais il transpirait, Miss Marple. J'ai déjà vu des hommes empoisonnés pendant la guerre. Miss Marple posa doucement la cuillère. Quelqu'un d'autre a touché le plateau? Personne, je le jure. Seulement Daphné. Daphné recula, comme frappée. Je ne l'ai pas fait! Enfin, j'ai versé le thé. Mais cette cuillère était déjà là. Je n'y ai pas touché. Miss Marple se tourna vers elle. Daphné, je te crois, mais quelqu'un d'autre l'a touché avant qu'il n'atteigne tes mains. La pluie s'était remise à tomber dehors, d'abord légère, puis forte et soudaine, comme si le ciel s'était souvenu de ce qui était dû à Drowningford. 1 heure plus tard, Miss Marple se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, observant la brume onduler le long de l'allée, le testament encore frais dans sa mémoire. Le véritable testament de Sir Lysander, désignant Daphné comme unique héritière, avait été retrouvé dans le coffre-fort dissimulé dans le mur le matin même. Et voilà qu'après tant de silence, quelqu'un tentait à nouveau un meurtre, cette fois avec plus d'imprudence. Le poison est l'arme des lâches, avait dit un jour Miss Marple à un jeune inspecteur de St. Mary Mead. Mais c'est aussi une arme patiente. Elle attend des schémas. Elle utilise la routine. Et c'était une répétition. Une méthode déjà essayée 1 fois. Miss Marple se détourna de la fenêtre et ouvrit son carnet. Elle avait dressé des listes, comme toujours. Dates, événements, anomalies dans le service à thé, objets manquants, seaux brisés, fausses lettres. À présent, dans la colonne Instruments, elle ajoutait Cuillère, trouvée à côté du corps de Sir Lysander. Cuillère, trouvée à côté de la tasse à thé du colonel Hargraves Spoon. Aujourd'hui, aux côtés de Julian Caro 3 cuillères. Toutes identiques, toutes issues du même service en argent des années 1840, gravées du blason de Drownton. Une seule avait été cataloguée comme manquante 2 ans auparavant. Elle se leva, carnet à la main, et parcourut la maison d'un pas calme et déterminé. Dans le salon, l'argenterie complète était rangée dans une vitrine fermée à clé. Simmons, encore secoué mais obéissant, la rejoignit et l'ouvrit. 12 exemplaires de chaque, madame. Sauf, oui, une cuillère manquante. Depuis toujours. Dame Honora a dit qu'elle avait été égarée il y a longtemps. Miss Marple fixait l'espace vide. Et pourtant, il réapparaît. Encore et encore. Elle marqua une pause. Et les doublons? Excusez-moi? Le service d'imitation. Ceux utilisés lors des garden parties. Simmons hésita. Dans le placard du garde-manger, je crois. Ils s'y rendirent aussitôt, et dans le tiroir du bas, où des pièces rarement utilisées gisaient sous du linge, à mi-donné, elle trouva une autre cuillère en argent. Pas l'original, mais une réplique quasi parfaite. À une exception près. Ce n'est pas de l'argent, dit-elle en tapotant le dessous. C'est de l'étain plaqué. Plus léger. Vous voyez comme c'est piqué ici? Et cette crête, elle est légèrement de travers. Un invité pourrait-il faire la différence? A demandé Simmons. Dans la pénombre? Non. Même pas à la lueur d'une bougie. Mais je soupçonne que la personne qui les utilisait savait exactement ce qu'elle faisait. Elle retourna la cuillère. Là, presque invisible dans le décor, se trouvait une légère éraflure. Un symbole. 2 minuscules lettres. H.D. Honora Drownton. Miss Marple prit la cuillère et retourna dans la véranda, où elle trouva Daphné, le regard perdu dans le vide, au-delà des vitres tachées de pluie. La jeune fille leva les yeux. « Il survivra, dit-elle. Julian, le médecin dit que c'était une petite dose. Pas assez pour tuer. » Miss Marple hocha la tête. « Je crois que c'était intentionnel. » Daphné fronça les sourcils. « Tu veux dire que c'était un avertissement ?»« Non, dit Miss Marple. C'était du théâtre. » Elle s'assit à côté d'elle. Quelqu'un voulait nous faire croire que Julian était pris pour cible. Mais je pense que le véritable plan était de provoquer la peur, la confusion, de nous faire regarder dans la mauvaise direction. Mais pourquoi? Pour gagner du temps, dit doucement Miss Marple, et pour renforcer une illusion. Daphné serra fort ses bras. Je n'arrête pas de penser à ce jour-là. Le jour de sa mort.
Sir Lysander. J'ai cru entendre Honora se disputer avec quelqu'un dans la salle de musique. Le couvercle du piano a claqué. J'ai été surprise, mais quand je lui ai posé la question plus tard, elle m'a dit que c'était de mon imagination. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « Le piano ? » ?»« Oui. » Miss Marple se leva. « Viens avec moi. » Ils se rendirent aussitôt dans la salle de musique où se trouvait encore le vieux piano à queue, brillant et intact depuis les funérailles. Miss Marple s'approcha du banc et souleva le couvercle. Elle avait déjà retiré le journal. Mais là, caché sous la doublure de velours, se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé. Une pochette en velours. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, une 4e cuillère. Celui-ci était impeccable. Aucun résidu, aucune égratignure. Mais du vrai argent, un remplaçant, commuté après l'empoisonnement. C'était toujours une question de cuillère, murmura Miss Marple. Elle se tourna vers Daphné. Honora savait qu'on finirait par en chercher un. Alors elle en a placé d'autres. Un nouveau pour le plateau, un ancien bien en vue, un perdu dans le garde-manger. Mais celui-ci, c'est l'original. Celui qui a semé le poison, non pas une fois, mais 2. Caché ici, parce qu'elle pensait que personne ne regarderait jamais le piano à 2 reprises. Un léger coup les interrompit. Encore Simmons. Mademoiselle, Marple, l'inspecteur McGraw est de retour. Miss Marple se leva. Alors, le moment est venu. Au bout d'1 heure, la famille d'Anna et le personnel se réunirent à nouveau dans la bibliothèque. Honora était assise près du feu, calme, posée, gantée. Julian, pâle mais en convalescence, s'appuyait contre le fauteuil. Daphné se tenait silencieusement près de la fenêtre, tandis que McGraw prenait des notes près de l'âtre. Miss Marple s'avança et posa la pochette sur la table. « Il y a eu 3 empoisonnements, commença-t-elle. Un réussi, 2 pour détourner l'attention. L'arme était trop subtile pour être vue, mais elle était toujours là. Elle ouvrit la pochette. La cuillère. McGraw se pencha en avant. Ceci, dit-elle, a servi à introduire de la digitaline dans le vin de Sir Lysander, de nouveau dans le thé du colonel Hargraves, et aujourd'hui presque dans celui de Julian. Les yeux d'Honora se plissèrent. Ça ne prouve rien. Mais celle-ci, oui, dit Miss Marple, en sortant la réplique de son sac à main. Votre monogramme, caché là où seul un faussaire l'aurait placé. Vous avez fait faire des copies. Vous avez mis en scène le 2e empoisonnement pour éveiller les soupçons. Mais la vraie cuillère, la première, était cachée dans le piano. Vous l'avez manqué, n'est-ce pas? Dans votre hâte de brouiller les pistes. McGraw se leva lentement. Dame Honora, je crains que vous ayez besoin de m'accompagner. Honora ne bougea pas. Ses mains restèrent jointes. Savez-vous pourquoi il a changé son testament? Demanda-t-elle doucement. Miss Marple hocha la tête. Parce qu'il savait que tu préparais quelque chose. Il ne savait juste pas jusqu'où tu irais. Une rose honorifique. J'aurais tout eu, dit-elle, si seulement cette misérable servante ne s'en était pas souvenue. Si seulement il avait gardé le silence sur la tête de lion. La voix de Miss Marple était ferme. Le poison est patient, Lady Honora. Mais la vérité a la mémoire plus longue. Et tandis que la pluie commençait enfin à s'estomper et à laisser place au silence, la maison qui avait été enveloppée de peur pendant bien trop longtemps prit son premier souffle. Mais même à ce moment-là, Miss Marple savait. Un chapitre reste à écrire, et quelqu'un d'autre écoutait dans le noir. 2e chapitre. 10. La porte du jardin qui n'a jamais grincé. Le cri qui traversa le manoir de Drowningford peu après 4 heures du matin était aigu, singulier et suffisant pour plonger la maison dans une panique soudaine et feutrée. Miss Marple était déjà à moitié réveillée, son esprit encore agité par le fouillis de motivations, de faux et de poison qui avaient hanté le domaine ces dernières semaines. Elle enfila ses pantoufles et son châle dans un silence d'habitude et suivit le son vers le fond du manoir, où la nuit sans lune pesait lourdement sur les vitraux. C'était Daphné qui avait crié. Elle se tenait pieds nus sur la dalle juste derrière la véranda, sa chemise de nuit, trempée jusqu'aux genoux et les mains tremblantes. Elle désigna, les lèvres trop serrées pour parler, le chemin bordé de haies qui menait au jardin sud. Simmons avait déjà allumé une des lampes à huile, et sa lumière vacillante révéla ce qu'elle avait vu. Un homme recroquevillé et immobile,
le visage à moitié plongé dans l'ombre, allongé près du treillis brisé près de la roseraie. C'était Julian Caro. Il était vivant, à peine. Une vilaine entaille au-dessus de la tempe, de la terre incrustée, dans son manteau. Miss Marple s'agenouilla près de lui tandis que Simone courait appeler le docteur Penrose. Julian gémit, mais ne se réveilla pas. « J'ai entendu quelque chose », murmura Daphné derrière elle. « Une voix, et puis un bruit sourd. J'ai cru que c'était le chat. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé dehors. Et il était là. » Miss Marple regarda par-delà les rosiers, vers le vieux portail en bois à l'orée du jardin. Le même qui menait au verger, autrefois emprunté par Sir Lysander pour se rendre discrètement du manoir au champ lointain. Il grinçait toujours terriblement sur ses gonds. Même enfant, visitant Florence, Miss Marple se souvenait du bruit horrible qu'il faisait. Mais ce soir-là, que l'agresseur de Julian soit venu ou reparti, il n'y avait eu aucun bruit. La porte n'avait pas grincé. Cela, plus que le coup à la tête, ou le regard choqué dans les yeux de Daphné, la glaça. Lorsque le docteur Penrose arriva et que Julian fut amené à la maison sur une civière improvisée, Miss Marple avait déjà testé la porte elle-même. Elle s'ouvrit en douceur, silencieusement. Pas un seul bruit des gonds rouillés. Elle se tourna vers Simmons. « Qui a huilé ça pour la dernière fois ?»« Personne, madame, dit-il déconcerté. Pas depuis avant la guerre, je pense. » « Alors quelqu'un l'a fait récemment, très récemment. » Elle se pencha et renifla la charnière. Elle était là, faible mais reconnaissable. De l'huile de lin, neuve. Elle se leva et regarda autour d'elle. Dans l'herbe, juste devant le portail, il y avait une petite éraflure, quelque chose qui ressemblait à un frottement d'orteils, presque dissimulé dans la terre humide de rosée. Quelqu'un avait trébuché ou avait été porté par ici. Mais Julian gisait près du treillis, trop loin du portail pour qu'une telle chute puisse se produire. Elle est revenue à la maison avant le lever du soleil et a écrit dans son carnet « Portail délibérément huilé ». Mauvaise orientation ou accès? Lorsqu'elle vint au chevet de Julian plus tard dans la matinée, il était groggy mais conscient. L'ecchymose sur sa tempe s'était étendue et son élocution était rendue difficile par le laudanum. Miss Marple s'assit à côté de lui, dans la petite chambre d'amis à l'étage, et joignit soigneusement les mains. « Tu l'as échappé belle, dit-elle. » Il cligna des yeux. « Suis-je tombé ?»« J'en doute. Ce n'est pas une chute qui t'a frappé le crâne par derrière. » Il lui adressa un faible sourire. « Peut-être que je l'ai mérité. » Miss Marple pencha la tête. « On mérite rarement un traumatisme brutal. Même vous, Monsieur Caro, même si vous avez suscité de nombreux soupçons. » Il détourna le regard. « Dis-moi, dit-elle, pourquoi étais-tu dans le jardin à cette heure-là » Il hésita. « J'ai cru entendre quelque chose. »« Quoi ? Une voix ? Je ne sais pas. Elle m'a appelé, je suis allé voir qui c'était. Et puis là, je me souviens, j'étais par terre. »« Commode, dit-elle doucement. Une voix vous appelle, seule, dans le noir. Vous la suivez, et quelqu'un vous frappe. Pourquoi voudrait-on vous faire du mal maintenant, Monsieur Caro ?»« Je ne me suis pas vraiment fait d'amis, marmonna-t-il. »« Non, mais votre héritage est contesté, et quelqu'un a peut-être craint ce que vous alliez faire, ou ce que vous pourriez dire. » Il leva les yeux vers elle, alarmé. « Tu crois que quelqu'un voulait me tuer ? Je pense que quelqu'un voulait envoyer un message. » Elle le quitta alors et se dirigea vers la petite remise à outils près du mur du verger. L'endroit était rarement visité, mais elle se souvenait qu'enfant, il avait toujours senti la térébenthine et l'herbe humide. L'odeur persistait. Elle trouva l'huile de lin presque immédiatement, son bouchon replacé à la hâte, encore collant. Et à côté des chiffons propres. L'un d'eux portait une trace de peinture vert foncé. Étrange. Elle retourna dans l'allée du jardin et s'arrêta de nouveau près du portail. Quelque chose avait changé. Le rosier grimpant qui s'était enroulé au sommet du portail, laissé à l'état sauvage pendant des années, avait été taillé. Pas brutalement, soigneusement. Une section avait été entièrement retirée, exposant un carré de bois près du sommet. Elle leva la main et l'effleura du bout des doigts. Ils en ressortirent légèrement huileux. Puis elle le vit, un morceau de fil déchiré, coincé dans la charnière supérieure. Bleu clair de belle qualité. Du lin peut-être. Une manche ? Elle
prit le fil et retourna au manoir. Au déjeuner, Dame Honora était inhabituellement silencieuse. Elle jouait avec sa nourriture et répondait sèchement aux questions, jetant souvent des coups d'œil vers la cage d'escalier. Daphné était assise à côté d'elle, tendue et pâle. Après le repas, Miss Marple s'approcha de Daphné dans la salle de musique, où elle était retournée à sa pratique du piano, sans enthousiasme. « Tu as dit un jour que tu avais entendu Honora dans cette pièce la nuit où Sir Lysander est mort, dit-elle doucement. Daphné hocha la tête. Oui, elle a dit que je l'avais imaginé. Je ne crois plus que tu l'aies fait. Elle ouvrit sa paume pour révéler le fil. Cela vient du portail du jardin, là où Julian a été attaqué. C'est de la même couleur que la robe de chambre d'Honora, celle qu'elle portait ce soir-là au dîner. Daphné resta bouche bée. Mais je l'ai vue en haut, après le cri. Elle est sortie de sa chambre. Miss Marple hocha la tête. Après? Oui. Mais avant? Je ne sais pas. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu quelque chose dehors. C'est là que j'ai crié. Miss Marple regarda vers la fenêtre, puis de nouveau vers elle. Il y a autre chose. Les gonds. La grille. Quelqu'un a préparé cette sortie. Quelqu'un qui savait où frapper et comment disparaître sans bruit. Cette grille n'a pas bougé silencieusement depuis 20 ans. Daphné déglutit. « Tu crois qu'elle voulait tuer Julian ?»« Non, » dit doucement Miss Marple. « Je pense qu'elle voulait nous faire croire que quelqu'un d'autre l'avait fait. Et peut-être, dans la confusion, qu'elle disparaissait elle-même. » Disparaître? Miss Marple se leva. Quand les gens commencent à comprendre que leurs mensonges s'effondrent, ils font deux choses. Ils redoublent d'efforts. Ou ils s'enfuient. Ce soir-là, Miss Marple ordonna à Simmons de surveiller discrètement le jardin. Et peu après 11 heures, il frappa à sa porte. Elle le suivit de nouveau en pantoufles, son châle